Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être présent à ce rendez-vous de Public Sénat avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Karine Perret, en partenariat également avec Dailymotion. Et bien sûr, Perrine Arnaud, que l'on voit ici, de Public Sénat, sera également avec nous tout à l'heure. Le débat tourne toujours autour des réformes engagées par le gouvernement. Jean-Marie Le Guen, engagées ou promises d'ailleurs, pour débloquer l'économie française. Comme le disent... Engagé déjà, dites-vous, pour débloquer l'économie, en tous les cas, comme le disent à la fois le Premier ministre et puis le ministre de l'économie. Le débat tourne aussi autour des difficultés de Paris pour réduire son déficit, et on le sait, Bruxelles fronce les sourcils. Nous en parlerons donc tout à l'heure, comme nous évoquerons également la nouvelle donne pour l'exécutif, un Sénat désormais à droite. Mais d'abord, je n'oublie pas, Jean-Marie Le Guen, que vous êtes également médecin, et il y a une inquiétude dans notre pays concernant Ebola. Que comptez-vous faire au gouvernement pour rassurer l'opinion? On a vu par exemple la peur irraisonnée, mais que l'on peut comprendre, de parents d'élèves à Boulogne-Billancourt. Alors d'abord, la première des choses, c'est évidemment d'avoir des dispositifs, de s'expliquer sur le dispositif, puis d'expliquer quelle est la nature de cette épidémie. Donc le virus Ebola est un virus à l'évidence très dangereux, mortel dans bien des cas, mais qui ne se transmet que par un contact direct avec les fluides d'un malade infecté ou d'une personne morte d'ailleurs. Ça a été le cas à Madrid avec... Alors, justement, donc si vous voulez, ce qui fait que dans des structures africaines, je vais commencer par là, il faut une petite minute, pas plus, mais dans des structures africaines où on n'a pas l'habitude, où on a un deuil avec les morts, etc., et malheureusement, la culture fait qu'il y a une capacité d'infection qui se développe. Mais théoriquement, lorsque des soignants avec du matériel sont en situation, il n'y a pas de risque qu'ils soient... Théoriquement. Voilà. Mais je disais, à Madrid, il y a une Alors, à Madrid, ce qui s'est passé à Madrid et aux États-Unis, il y a eu l'affaire au Texas, il y a eu apparemment des fautes d'asepsie, c'est-à-dire de protection par rapport à un malade infecté ou insuffisamment de suspicion. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu une mutation du virus et que tout d'un coup le virus serait plus facilement transmissible. Bon, alors l'affaire de Boulogne-Billancourt des parents, j'allais dire, c'est une fausse alerte et évidemment un peu juste parce qu'un enfant, semble-t-il, rentrait de Guinée. Bon, on peut comprendre l'inquiétude des gens, mais il faut bien savoir que ça ne s'attrape pas comme la grippe, encore une fois, il faut des contacts avec des fluides, etc. Mais est-ce que vous pouvez dire, par exemple, est-ce que nous sommes à l'abri d'une épidémie? Parce qu'il y a quelques jours, des experts américains ont modélisé en quelque sorte les risques. Ils ont donné un pourcentage pour la France et même une date prévisible à la fin du mois d'octobre. Est-ce qu'il faut craindre qu'ils disent vrai? Non, il peut y avoir des malades infectés. Est-ce qu'il peut y avoir une épidémie? Non, il peut y avoir des malades infectés qui arrivent sur le territoire français, comme sur n'importe quel territoire européen ou américain, mais il y a toutes les dispositions, c'est-à-dire à la fois des services médicaux qui sont tout à fait adaptés, qui, dès qu'un premier cas est dépisté, on y conduit le malade et on le met sous quarantaine, sous protection et sous traitement, sous prise en charge médicale. Et deuxièmement, des systèmes qui sont des systèmes très connus maintenant, si jamais cette personne était passée, comment dirais-je, un certain temps sur le territoire national sans avoir... Bon, assez rapidement, on sait comment contingenter les personnes infectées. Donc on a un système d'organisation qui est bien protégé. Voilà. Bon. Après, il y a un autre mystère qui est peu vraisemblable, c'est la mutation du virus. C'est-à-dire que le virus muterait et deviendrait plus transmissible. Mais en règle générale... Oui, mais en règle générale, si vous voulez, il y a une règle qui fait que plus un virus est mortel, moins il est transmissible. Voilà. Et donc, plus il est transmissible, moins il est dangereux, etc. Donc, nous sommes parés. François Hollande a dit que la France était prête à soigner tout malade. Absolument. On a un dispositif de prise en charge sanitaire qui est sans doute un des meilleurs au monde, indiscutablement, et d'un savoir-faire, à la fois des médecins, des pouvoirs publics. Vous ne nourrissez pas d'inquiétude? Non, mais de la vigilance, absolument, pour ce qui se passe d'abord en Afrique, parce qu'on peut pas laisser quand même l'Afrique à la dérive, à la fois parce qu'on est solidaire des populations concernées. On ne peut pas l'abandonner, par exemple, totalement en coupant les liaisons aériennes. Non, c'est une faute, c'était une fausse bonne idée. Parce que, si vous voulez, après les choses, d'abord, il faut lutter contre la vraie transmission, pas contre les fausses transmissions. Alors, je vous parlais du chef de l'État. Et il faut lutter, y compris là-bas, ce que fait la France, qui a envoyé Médecins sans frontières d'abord, mais ensuite des troupes, excusez-moi, mais c'est des systèmes de santé des armées qui va là-bas, qui en pleine forêt équatoriale, fait des choses très importantes. Alors,
Le chef de l'État s'est montré rassurant, donc comme vous à l'instant, François Au Hollande. passage, c'est encore une fois la France, pratiquement en Europe, qui est la première sur ce type de sujet. Décidément, C'est-à-dire que on nous laisse bien seuls sur tous les non, fronts. mais on va parler tout à l'heure de la France qui n'est pas toujours le meilleur élève de la classe, hein, on va nous dire ça. Et en même temps, quand il s'agit de sécurité sanitaire ou de sécurité face au terrorisme, quand il s'agit de solidarité, la France, elle est en première ligne et elle fait le travail. Bon, enfin, moi, j'aimerais bien que l'Europe fasse ce genre de choses. Voilà, et soit plus présente dans la coalition internationale qui compte une cinquantaine Y de compris pays. sanitaire. Et y sur compris Ebola, sanitaire. sur D'accord. la lutte pour les médicaments, enfin des Ouais, choses ouais, comme ouais. ça. Alors quoi. bon, la transition. Une âme. La transition est toute trouvée quand même sur ce qui se passe en ce moment en Irak et en Syrie avec l'organisation groupe islamique. Les djihadistes sont donc entrés dans la ville kurde de Kobané en Syrie, hein, malgré les raids aériens conduits notamment par les États-Unis. En priorité, effectivement. Le président turc Erdogan est-ce qu'il dit l'évidence en plaidant pour une opération terrestre qui montrerait là son efficacité? Oui, indiscutablement, les bombardements ne suffiront pas. Attendez. Mais nous avons toujours dit ça, mais nous pensons que c'est d'abord aux Irakiens de régler cette question, donc notamment à la population kurde et au gouvernement et à l'armée irakienne. Et s'agissant de cette ville, après, il faut que les pays de la région, qui ont un intérêt direct, dont la sécurité est directement menacée, j'allais dire au contact physique, puisque cette ville, elle est à la frontière de la Turquie, il faut que, en liaison avec le gouvernement irakien, on peut imaginer qu'un certain nombre de pays, et en l'occurrence la Turquie, se posent la question d'une intervention au sol, qui est plus naturelle, plus aisée et plus... Vous dites qu'il serait légitime que la Turquie, effectivement, participe à des combats au sol. Je pense que ça peut, à partir du moment où le gouvernement irakien et où il y aurait en plus une prise en charge juridique au plan de la communauté internationale, certaines conditions peuvent être réunies pour que des forces de la région interviennent, hein, sous un contrôle des Nations Unies, avec l'accord du gouvernement irakien. Mais toujours sans la France. La France n'ira pas combattre au sol, d'abord parce qu'on est sur le territoire syrien, et vous savez que la France, pour l'instant, est sur le territoire irakien, elle intervient par avion, par bombardement, sur le territoire irakien, elle n'intervient pas sur le territoire syrien, au plan aérien, et deuxièmement, elle n'intervient pas à terre. D'accord. On va revenir aux questions françaises. L'UMP, maintenant tous ces grands leaders qui sont engagés dans une compétition pour 2017 sont d'accord pour dire qu'il faudra réécrire la loi Taubira pour sécuriser, disent-ils, et Nicolas Sarkozy le dit également maintenant, la GPA et la PMA. Est-ce que vous pensez que ce scénario pourra se réaliser? Je ne sais pas si j'ai pas encore bien compris, moi, ni si tous se sont prononcés. Il me semble que M. Bruno Le Maire a dit des déclarations qui étaient tout à fait contraires, en disant qu'on ne reviendrait pas. Je pensais à Nicolas Sarkozy, à François Fillon. Aujourd'hui, c'est M. Le Maire qui est candidat au poste de secrétaire général de l'UMP. Je ne suis pas sûr que M. Juppé ait dit ça non plus. Et je suis sûr que personne ne reviendra sur cette loi. En aucune manière. Mais bien sûr, parce que là, on ne parle pas du principe même du mariage entre deux personnes de même sexe. On parle d'ajout pour, comme l'a dit l'ancien chef de l'État, sécuriser la PMA, la GPA. Il nous allait expliquer qu'il allait mettre ça dans la Constitution. C'est une rigolade. C'est une rigolade. On ne va pas mettre dans la Constitution toutes les choses dont on a peur que soi-même elles ne soient pas appliquées et qu'on ne les appliquera pas. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux? Oui, c'est de la poudre aux yeux. Pour qui? Pour la manif pour tous? Mais bien sûr, il y a une course à l'échalote pour récupérer ce noyau dur de militants de droite et chaque candidat de droite, enfin pas tous d'ailleurs, mais certains plus que d'autres. Non, mais aussi des voix à gauche qui s'élèvent contre la GPA, vous le savez. Hein. Non, mais contre la GPA, bien sûr, mais personne n'a demandé l'inscription dans la Constitution. Mais voilà, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et personne ne dit, personne à gauche, et personne de sensé ne peut dire qu'il y a dans la loi Taubira une inclinaison vers la GPA. C'est un mensonge, c'est un fantasme qui est... Donc je veux dire, ça ne touchera pas à la problématique de la réécriture de la loi. Et donc je dis, il n'y aura pas de réécriture de la loi. Et d'ailleurs, les Français ne le veulent pas. Vous dites, même en cas d'alternance, il n'y aura pas de réécriture. Bien sûr, oui, je l'affirme aujourd'hui. Absolument. Et j'aimerais qu'il y ait un engagement pris par les candidats de droite en disant qu'ils vont remettre en cause la loi Taubira. Ils le disent en tous les cas pour l'instant. Non, ils ne disent pas. Qu'est-ce que ça veut dire la réécriture? C'est quoi? Qu'on nous dise ce dont il s'agit. Quel est l'article qu'ils veulent faire sauter? Qu'est-ce qu'ils veulent dire?
En tous les cas, à ce stade, vous ne les croyez pas. Un mot sur Nicolas Sarkozy. Tiens, il dit que les procédures judiciaires qui se multiplient, hein, presque une par jour en ce moment, ont renforcé sa détermination. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne motivation, effectivement, pour lui? Non, je pense que ça laisse à penser, mais je ne veux pas le croire, que sa motivation principale, c'est de régler des affaires personnelles. Donc soit pour, croit-il, se mettre à l'abri, soit pour, au contraire, essayer, comme il le dit par ailleurs, de sauver son honneur. Mais dans les deux cas de figure, c'est pas ça le sujet. Une élection présidentielle, c'est d'apporter une réponse au pays, c'est pas d'apporter une réponse à soi-même. Donc je pense que ces formules, moi, que j'ai entendues, m'ont étonné, m'ont un peu choqué, oui. On va parler dans un instant du budget, Jean-Marie Le Guen, hein, des difficultés pour trouver les économies et surtout pour convaincre la Commission de Bruxelles. Un mot sur les réformes qui sont déjà engagées, vous l'avez dit tout à l'heure. On entend Manuel Valls à Londres, Emmanuel Macron dans un portrait que dresse de lui le New York Times, évoquer des sujets tabous jusque-là. Hein. Le ministre de l'économie qui dénonce l'amas de protection légale des travailleurs en France, le Premier ministre qui dit que la question de l'assurance chômage doit être posée. On n'est plus même pas dans le social-libéralisme, là, on est dans le libéralisme tout court, non? Non, pas du tout. Ce qui est dit, d'abord, c'est des propos qui sont indirectement rapportés. Et là aussi, j'allais dire, ils ne sont pas suffisamment précisés. Non, mais j'entends par là, ni de la part des journalistes. On a des citations assez précises du Premier ministre. Hein, oui, mais je vous dis. Qui évoque la durée, le montant des indemnisations chômage, par exemple, et qui vante le modèle britannique. Scandinave, en l'occurrence. Plutôt. Ah, il était à Londres. Oui, mais le modèle britannique n'est pas exactement le même. C'est-à-dire que nous trouvons, et je pense que beaucoup de Français trouvent, que effectivement, il y a, par exemple, tout un système de montants de rémunération maintenu, quelles que soient les conditions, qui pose un certain nombre de questions. Ça doit faire partie du débat. Ça sera dans le débat, y compris dans le débat social, dans les mois qui viennent, puisqu'il y aura une renégociation dans les mois qui viennent. Oui, bon, on sait que les syndicats, ils ne veulent pas entendre parler d'une plus grande dégressivité des allocations chômage, hein, vous le savez. Mais peut-être, mais comme par ailleurs, mais vous dites que c'est un frein. Le système actuel est un frein à la reprise du travail. Oui, et puis par certains aspects, il l'est, parce qu'il y a aussi, on le sait, des gens qui justement ont un certain niveau de rémunération de substitution. Les cadres particulièrement, bien sûr. Par exemple, pour lequel ils peuvent se dire légitimement, dans le système actuel, je peux attendre 6 mois, 1 an avant de rechercher un travail. Vous avez cité Bruno Le Maire il y a un instant, oui. Un candidat à la présidence de l'UMP, aussi que c'est une partie importante de son programme. Exactement ce que vous dites là. Mais écoutez, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut par exemple des marges pour les entreprises que la gauche le dit, la droite le dit peut-être. En tout cas, elle l'a pas fait. Nous, on essaye de poser raisonnablement les choses sans défaire le modèle social. Ce que j'entends de ce que disent les gens de droite aujourd'hui, plus que Monsieur Le Maire, c'est on va faire 100 milliards d'économies, sans nous dire véritablement comment. On y arrive. Mais moi, je sais comment on fait 100 milliards d'économies. Vous allez devoir déjà vous expliquer sur comment on fait 21 milliards d'économies et 50 milliards jusqu'en 2017, puisqu'on va parler du budget maintenant. Vous êtes d'accord, Jean-Marie Le Guen? On va ouvrir ce débat donc avec Karine Perret de l'agence France-Presse. Elle arrive juste après cette présentation par Samia Dechir des chiffres clés. Et le premier d'entre eux, eh bien, ce sont ces fameux 21 milliards d'euros d'économies. 21 milliards d'euros d'économies. En 2015, la France devra se serrer la ceinture. Dans le projet de budget du gouvernement, l'effort sera réparti entre l'État à hauteur de 7,7 milliards d'euros, les collectivités locales qui seront privées de 3,7 milliards et la protection sociale où 9,6 milliards d'économies sont annoncées. L'exécutif estime avoir fait un effort historique, seulement pour la droite, le compte n'y est pas. Il est tout à fait clair que le budget qui nous est présenté ne respecte pas la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, ne respecte pas la parole de la France et que les efforts de réduction de dépenses prétendument faits au niveau de 21 milliards d'euros ne sont pas suffisamment documentés pour qu'on puisse y croire. Très remontés aussi, les frondeurs dénoncent au contraire une austérité contre-productive qui risque selon eux d'aggraver la récession. Je pense que dans le projet de loi de finances qu'on nous propose de voter la semaine prochaine, il y a une hérésie qui est la baisse des dotations de près de 4 milliards d'euros aux collectivités locales, qui sont le principal investisseur public aujourd'hui.
Critiqué de toutes parts, le budget 2015 risque en plus d'être retoqué par la Commission européenne, car même avec 21 milliards d'économies, le déficit atteindra 4,3% du PIB, bien au-delà des 3% exigés par Bruxelles. Impossible de faire plus, dit l'exécutif, dont la marge de manœuvre est très réduite. Il faudrait aller encore plus loin dans les économies, mais on voit bien qu'on arrive aussi à une certaine limite, et le danger, c'est si on va plus loin aussi, on va aggraver les effets récessifs de ces politiques-là. Donc on est effectivement entre deux situations. D'un côté, Bruxelles qui voudrait qu'on fasse plus d'efforts, et de l'autre côté, l'économie, la situation économique qui nécessiterait d'en faire au contraire moins. Donc on trouvera que la ligne, on est vraiment sur une ligne de crête dans laquelle il est très difficile de faire des bons choix. Le bras de fer est déjà engagé avec la Commission qui réclame plus d'économies. Ironie du sort, c'est au Français Pierre Moscovici, probable futur commissaire européen aux finances, qu'il reviendra de faire appliquer les règles européennes à l'Hexagone. Voilà, bonsoir Karine Perret. Bonsoir. Journaliste à l'AFP, vos questions à Jean-Marie Le Guen sur cette question d'une très grande importance et hautement polémique. Oui, plusieurs voix à Bruxelles disent que la France va devoir revoir sa copie car le déficit est trop élevé. Si demain Bruxelles vous demande de faire 8 milliards d'euros d'économies en plus, comment est-ce que vous allez faire ? Mais d'abord, Bruxelles peut faire des commentaires, elle ne fait pas le budget en France. Le budget en France, il est voté par l'Assemblée nationale, par le Sénat, par le Parlement. Oui, mais la Commission peut retoquer le budget, elle va l'examiner dans 15 jours. Elle peut faire des critiques, pénaliser avec des amendes. Non, après, c'est dans un deuxième temps, et c'est pas au niveau de la Commission, c'est au niveau du Conseil. Donc, si vous voulez, dans un premier temps, il y a la Commission qui fait des remarques, qui fait des critiques, qui peut donc s'exprimer, ce qu'elle a fait d'ailleurs de façon assez régulière, parce que je conteste, en dehors de l'effet d'aubaine. Vous savez, on est dans une situation un peu particulière. Vous avez une commission qui s'en va, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus commissaires, voilà, Barroso. Monsieur Barroso est un monsieur, et sa commission était très marquée, j'allais dire, sur une ligne très libérale d'une part, et assez peu francophile d'autre part. Et s'en allant, étant d'ailleurs pas très content de la manière dont on les a remerciés, peut-être qu'il y avait des raisons de les remercier comme on les a remerciés, ils font des remarques qui ne sont pas très sympathiques, potentiellement, c'est possible. Eh bien, nous allons discuter sérieusement parce que nous avons des arguments à faire valoir et on n'est pas l'élève qui passe devant des commissaires qui seront... Il vous voit comme le mauvais élève. Hein. Oui, mais si vous voulez, ce genre d'attitude explique d'ailleurs que... Donc il n'y aura pas d'économie supplémentaire, le budget va passer. Il n'y a pas besoin de faire d'économies. Je pense que nous avons un budget sérieux. Supplémentaires, voire de remettre, d'augmenter la TVA. Je vous confirme que nous avons un budget sérieux et que nous allons le défendre sérieusement. Voilà. Et que nous sommes prêts, avec beaucoup de, de capacité de dialogue, à discuter des questions qui nous seront posées et nous apporterons un certain nombre de réponses, mais on ne va pas se faire morigéner par une commission dont le substrat démocratique reste encore un peu interrogatif pour quelques jours. Et après, nous discuterons avec l'ensemble des gens, puisque nous sommes dans une Union européenne, nous avons, et c'est bien normal, à présenter nos éléments budgétaires, nous le ferons, mais pas sur un mode d'un enfant qui se fait gronder. Mais dans la nouvelle commission, Pierre Moscovici va peut-être vouloir montrer son indépendance par rapport à la France. Est-ce que la France peut aller au clash avec la nouvelle commission ? Mais encore une fois, nous ne pensons pas que nous allons au clash. Je veux dire, nous ne prenons pas pour argent comptant, si j'ose dire, les rumeurs qui existent aujourd'hui à Bruxelles sur la manière dont on ferait des commentaires sur notre budget. Le Premier ministre s'est quand même exprimé là-dessus hier, l'Élysée également, donc, en disant qu'il se considérait comme optimiste. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaye de vous dire. Mais non seulement je dis que je suis optimiste, j'essaye de vous expliquer pourquoi. C'est que, 1, nous avons un bon budget, 2, nous allons argumenter, 3, nous ne sommes pas en train de nous faire noter ou de nous faire morigéner, je reprends ce terme, par la commission, surtout par une commission finissante. Vous avez dressé le portrait psychologique de la commission sortante, là, qui n'aimait pas tellement la France, dites-vous. Est-ce que la nouvelle qui se met en place, effectivement, je vais être encore plus clair. La commission sortante, qui est là depuis 5 ans, est donc responsable de la gestion, enfin en partie responsable de la gestion de la crise après 2008. Ça a été, et ça c'est
conçu, ce que je vais vous dire, c'est le jugement du FMI, de l'OCDE, de la plupart des grands économistes. La manière dont la zone euro a été gérée après la crise de 2008 a été une véritable erreur. D'accord. C'est-à-dire que Elle quand s'en vous voyez va, les elle s'en va, États-Unis, cette non mais commission. Vous la Vous la trouvez extrêmement impressionnés. Vous dites qu'elle est Nous sommes disqualifiée, mais elle extrêmement s'en va. impressionnés. Est-ce que la nouvelle intellectuellement, peut être... si je peux me permettre, nous sommes extrêmement impressionnés intellectuellement par cette commission, puisque elle a mérité elle de recevoir les félicitations. Vous notez mon ironie de la part du FMI, de l'OCDE, et elle-même a commencé. Oui. Voilà. La commission Donc, la commission Juncker. Juncker. Est-ce qu'on dit que certains dans les cercles du pouvoir, vous allez peut-être pouvoir nous confirmer, nourrissent peut-être un sentiment du complot en disant et c'est en fait le bras armé de toute la droite européenne contre la France. Monsieur Juncker? Non, c'est pas mon sentiment. Mais je ne crois pas que ce soit du tout l'état d'esprit. D'ailleurs, c'est pas l'histoire de Monsieur Juncker, et c'est pas l'état d'esprit dans lequel on aborde. Monsieur Barroso et l'histoire de cette commission était lourde. Je viens d'en rappeler quelques éléments. Là, Monsieur Juncker, il a fait, pour tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent, Monsieur Juncker était assez intéressant. Les fameux 300 milliards d'investissements, il faut discuter, etc. Et nous pensons que la manière dont les choses ont été faites jusqu'à présent vont plutôt dans le bon sens. La manière dont la BCE évolue et la manière dont, finalement, M. Juncker a l'air de considérer qu'il est plutôt bien que la BCE évolue dans ce sens-là, tout ça est assez positif. Donc, mais par ailleurs, nous sommes contents de notre copie. Je ne voudrais pas dire, c'est pas parce que... Sur ce point. Voilà, non, mais alors, on a des questions. Avec l'idée d'une humilité Vous êtes content. Nous allons dialoguer. Oui. Vous avez parlé d'investissement. Là, je vous parle des investissements en France. Ouais. Les collectivités territoriales, on l'a vu dans le reportage, vont avoir leur part d'économie à faire, 3,7 milliards d'euros d'économie. Martine Aubry dit très inquiète pour le secteur des investissements, le logement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Il y a un dialogue aujourd'hui entre le groupe majoritaire et les parlementaires de la majorité sur cette idée d'investissement. Il est évident que... Valérie la rapporteure du budget, qui propose un amendement qui permettrait aux collectivités locales de récupérer de la TVA. Est-ce que vous le soutiendrez, cet amendement? C'est une piste qui est intéressante. Elle est aujourd'hui examinée par le gouvernement. Il est exact que les collectivités territoriales sont dans un cycle où nous devons soutenir leur investissement. En même temps, il est absolument évident qu'il est légitime que les collectivités territoriales participent à hauteur de ce qu'elles pèsent dans le budget de l'ensemble de la collectivité publique. 10% de tous les déficits. Voilà, et il est important qu'elles puissent participer. Voilà, donc une piste intéressante. Il y a un dialogue qui est établi, et j'ai bon espoir qu'il aboutisse à trouver le réglage fin qui permette effectivement de faire des économies d'abord sur le fonctionnement et qui ne pénalise pas en priorité l'investissement. Vous craignez à nouveau des débats houleux au moment du vote du budget. Est-ce que vous pouvez vous épargner le recours à l'article 49.3 ? Écoutez, j'étais en réunion ce matin du groupe socialiste. Alors, je n'oublie pas les radicaux, les écologistes, etc. Mais nous avons et les fondeurs socialistes qui disent qu'ils ne peuvent pas voter le budget en l'état. Écoutez, ça fait plusieurs fois, ça fait maintenant la 5e ou la 6e fois qu'ils nous disent ça. À chaque fois, il y a eu une majorité à l'Assemblée nationale pour voter les textes budgétaires, la confiance. Voilà, donc je ne suis pas plus inquiet que cela. Donc pas 49.3 ? Écoutez, le 49.3 existe dans la Constitution, mais là, je ne vois pas la nécessité, a priori, de l'utiliser. On verra. S'il y avait une attitude de la part des uns ou des autres qui veulent bloquer absolument le débat, on peut toujours se poser des questions, mais ce n'est pas, je crois, l'état d'esprit dans lequel sont qui que ce soit. Je pense qu'il y a aussi des leçons qui ont été tirées de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Je pense qu'un certain type d'attitude où on voyait les socialistes se diviser entre eux comme étant le premier spectacle des plateaux de télévision est considéré quand même par beaucoup d'électeurs, y compris de gauche, par beaucoup de militants du Parti socialiste, comme n'étant pas la voie à suivre. Je pense que ça a ses limites. Donc ces limites, elles ont été intégrées. Donc on passe à autre chose. Et en plus, vous avez vu, je l'ai dit, quand on est à 4,3 de déficit budgétaire, dire qu'on fait de l'austérité, c'est pas simple. C'était le mot d'Arnaud Montebourg justement ce week-end. J'ai pas bien compris. C'est l'obsession du gouvernement et c'est l'erreur du quinquennat. J'entends, mais je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire par là. Je ne comprends pas bien, à moins qu'il ait lui-même un objectif. Surtout qu'Arnaud... il a un objectif, oui.
Non, je parle économique. Oui. Surtout que ça peut, de temps en temps, on peut faire essayons d'être cadeau plus explicites. aux élus d'avoir des convictions sur le fond et pas simplement des positions de combat politique. Donc, Arnaud lui-même a toujours été, Arnaud Montebourg a toujours été, quand il était ministre de l'économie et bien avant, très soucieux des déficits publics. Quand il a soutenu François Hollande dans la primaire, il savait, et c'était aussi parce que François Hollande avait dit que son objectif c'était de ramener les 3%, le déficit, de ramener les 3%. Ce qui ne sera pas aussi rapidement le cas qu'on ne pouvait l'espérer, en raison du fait que la croissance européenne n'est pas suffisamment bonne, que la France ne s'est pas suffisamment réformée, tout ça est exact. Et donc, nous faisons un mixte, en quelque sorte, entre la nécessité, effectivement, de diminuer la dépense publique, mais de le faire à un rythme qui n'est pas trop brutal, à un moment où la consommation, l'investissement, la consommation des ménages est un des principaux moteurs de l'activité économique. Si nous étouffions par des prélèvements trop importants, par une diminution de la dépense publique trop importante, nous étoufferions la croissance économique et quelque part, on aurait un déficit encore plus important. C'est-à-dire, par exemple, quand la droite propose 100 milliards d'économies, c'est pas simplement la destruction d'un modèle social, mais c'est une erreur économique. Parce que, à vouloir trop prélever de l'argent public brutalement sur l'économie, on aboutit à ce moment-là à l'effet inverse de ce que l'on peut constater, c'est-à-dire un tel ralentissement de la croissance que les recettes de l'État ne rentrent plus et donc à partir de là, vous avez une augmentation du déficit. Sur la partie famille des budgets, justement, le gouvernement prévoit 700 millions d'euros d'économies sur la famille. Oui. Marisol Touraine s'est dit ouverte à des aménagements quand Christian Eckert dit que les 700 millions d'euros sont immuables. Alors, est-ce que vous êtes prêt à des évolutions sur ces sujets? Alors, d'abord, il faut rappeler que nous avons augmenté les prestations famille depuis 2 ans d'1 milliard d'euros. Aujourd'hui, nous les corrigeons à la fois avec un effet d'enveloppe, comme vous dites, c'est-à-dire 700 millions, parce qu'il faut 700 millions par rapport à de la progression. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous serez d'accord pour changer des choses sur le congé parental? Il peut y avoir. J'allais vous répondre. J'allais vous répondre. Je ne pense pas que nous reviendrons sur la masse d'argent demandé. Il peut y avoir des mouvements qui se font sur quelles sont les mesures les plus appropriées pour obtenir un rendement économique qui est celui que vous dites. Concrètement, est-ce que vous parlez de rendement? C'est un peu. Concrètement, c'est un débat parlementaire. Donc, ce n'est pas le ministre des Relations avec le Parlement qui, avant que le débat n'ait eu lieu et en commission, et le texte présenté en Conseil des ministres, et le débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale, va dire hop, la récréation est terminée, c'est moi qui décide. Le groupe PS a suggéré la mise sous condition des allocations. C'est une piste il y a le débat se poursuit, il y a une vraie interrogation. En tout cas, il n'y a pas d'esprit de fermeture de la part du gouvernement. À partir du moment où il y a des grands équilibres économiques qui sont maintenus, il y a une vraie réflexion avec les parlementaires pour savoir ce qui est le plus efficace. D'un mot, est-ce le plus juste. Est-ce que Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Martine Aubry vous font peur? Écoutez, non, pourquoi? Personne ne me fait peur, ni eux ni d'autres. Ils sont dans mon parti. Ils disent qu'ils représentent maintenant la majorité au parti et veulent un congrès au plus vite. Non, je ne crois pas, même pas qu'ils disent ça non plus, d'ailleurs. Si, mais c'est parce que j'entends moi, j'ai l'oreille peut-être... Écoutez, Benoît Hamon, il se dit le point d'équilibre entre le PS et voir les écologistes et le... vous voyez, mais c'est déjà plus tout à fait à l'intérieur du Parti Socialiste, ça. Donc dans un congrès du Parti Socialiste... Non, mais je n'ai pas à avoir peur de camarades qui défendent des idées, dont 2 étaient membres du gouvernement, de Jean-Marc Ayrault puis de Manuel Valls, et qui ont, je le pense, plutôt fait bien leur travail. On sait dans quelles conditions ils ont quitté le gouvernement. C'était un peu, pas forcément leur volonté, c'était un peu un accident par des paroles malheureuses. Bon, donc je veux dire, j'ai pas peur de ce qu'ils peuvent dire, même si je comprends bien aussi qu'ils souhaitent aujourd'hui s'affirmer, ce qui est parfaitement légitime. Merci beaucoup, Karine. Allez, Perrine Tarnaud de Public Sénat arrive maintenant pour évoquer la nouvelle donne constituée par l'élection d'un Sénat de droite. Jean-Marie Le Guen, à ce stade, on note pas de volonté d'obstruction, si ça peut vous rassurer. Louis Sibyl. Un Sénat à droite, et si ce n'était pas pour le gouvernement, une si terrible nouvelle. Pendant 3 ans, sa propre majorité ne votait pas toutes les lois. Et bien des signes indiquent que la fin de cette parenthèse de gauche ne se traduira pas par des crispations à répétition. Gérard Larcher l'a annoncé dès le début de sa présidence. À la majorité, je veux m'adresser pour lui dire qu'une tâche l'attend. Est une opposition constructive
avec pour boussole l'intérêt du pays en ces temps de difficulté. Opposition constructive, la formule est lâchée. De quoi faire plaisir aux centristes qu'il avait posé comme condition à leur ralliement à l'UMP. On veut un Sénat qui vraiment fasse des propositions, on veut un Sénat qui construise, on veut un Sénat qui vote les lois d'où qu'elles viennent, y compris du gouvernement, si elles vont dans le bon sens, parce que la situation de la France exige aujourd'hui de ne pas être dans le blocage. Tout de même, le gouvernement serait avisé de ne pas nourrir trop d'illusions. 2017 est dans toutes les têtes et sur les textes jugés fondamentaux, l'opposition jouera son rôle. Moi j'ai toujours dit qu'il n'y aura pas de réflexe pavlovien d'opposition. Quand il faudra protéger les Français de textes que nous jugerons toxiques, eh bien nous opposerons. Quand le gouvernement ouvrira le débat, nous débattrons et nous construirons. Quand le Sénat veut grogner, il sait grogner. Il est clair qu'il y a des sujets sur lesquels on veut que le Sénat soit respecté. La réforme territoriale. On ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas une deuxième lecture. C'est évident qu'il y a quand même peu de chances que nous votions le budget du gouvernement socialiste. Il y a assez peu de chances qu'un certain nombre de textes passent facilement dans le cadre des réformes proposées. Si l'Assemblée nationale a de toutes les façons le dernier mot, reste à savoir si le gouvernement s'autorisera à ne pas tenir compte des avis et des débats du Sénat. Alors, on va voir justement quel sort vous voulez réserver à ce Sénat. Bonsoir, Perrine Tarnaud. Quel sort va réserver le Sénat voilà. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Marie Le Guen. Bonsoir. Quand même, quand on écoute les sénateurs de droite qui viennent de s'exprimer dans ce reportage, ils sont plutôt de bonne composition. Ça va être plus simple peut-être pour vous à gérer le Sénat de droite que le Sénat de gauche. Qui ne votait pas les textes? Oui, de toute façon. Je ne dirais pas ça, mais en tout cas, les élections ont eu lieu, donc moi je suis là pour constater qu'il y a une nouvelle majorité au Sénat, et je me félicite de ces engagements. Je pense que le pays a besoin aujourd'hui à la fois d'une opposition constructive, et je dirais que le Sénat a besoin aussi d'un travail constructif, parce que on le voit bien, il y a depuis un certain temps des interrogations, d'ailleurs depuis longtemps, parce que le général de Gaulle lui-même s'était déjà interrogé sur la question du Sénat. Voilà. Et donc, voilà. C'est votre arme? Attention. Non, c'est pas une arme du tout. Le Sénat est menacé. Mais pas du tout, c'est pas une arme. Je pense que les sénateurs en ont pris tout à fait conscience et qu'ils savent ce qu'ils ont à faire. C'est pas à moi de leur dire. Mais tout ça, ce sont des choses absolument évidentes. Le pays a besoin d'une opposition constructive et non pas d'une opposition de posture. On vient de parler du budget à l'instant. Si vous trouvez un seul endroit où l'opposition a soutenu la majorité dans une diminution de la dépense, vous me ferez signe. La défense, la défense, non. La famille, non. La police, non. La culture, non. Les collectivités territoriales, non. La défense, non. La défense, je viens de le dire, non. Etc. Donc, si vous voulez, il y a 100 milliards d'économies à faire, mais il n'y a pas un endroit où là, on nous a dit ce qu'il fallait faire en diminution de dépenses. Typiquement, effectivement, voilà. le projet de loi C'est ce que j'appelle pas une opposition constructive. Ce qui m'intéresserait dans l'opposition constructive, ce qui serait intéressant surtout pour les Français, c'est qu'on nous dise, et le Sénat va peut-être nous le dire, comment ils vont faire pour faire ces économies de 100 milliards. Il parlait de budget. Le fait que le Sénat vote pas le budget... le budget qui va être voté par le Sénat de droite. Non mais donc ça, voilà, verrez, on va voir ce si que le Sénat propose. Ça, c'est intéressant. Mais sur quel texte vous pourriez trouver des axes de concertation, de conciliation avec la droite? Est-ce que par exemple sur la réforme territoriale, qui va être l'axe majeur ici de discussion, de débat au Sénat cet automne, il peut y avoir une voie pour le Sénat, oui, pour le département. Pour ne pas sacrifier les départements. Non, mais de proposer notamment d'abord sur le découpage des régions, une nouvelle carte des régions. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre possible pour le Sénat? Peut-être, il faut écouter ce que va nous dire le Sénat, je ne sais pas. Nous, ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'il était attaché à ce que globalement on ne sorte pas des 13 ou 14 régions. Bon. Si le Sénat a des propositions à faire et s'il convainc du bon sens tout le monde, on va avancer. Les bonnes idées, elles sont là pour avancer. Maintenant, si vous voulez me trouver une conciliation sur la réforme territoriale, si j'entends François Fillon, qui a l'air bien représenté au Sénat, non, mais il est bien représenté, si j'ai bien compris. Il dit il n'y aura plus que 2 niveaux. Alors là, il va falloir. Nous, on est moins ambitieux que François Fillon, mais on va voir ce que va nous dire le Sénat. S'il dit qu'il faut maintenir 5 niveaux,
je veux dire, je préférerais Fillon que le Sénat, filloniste. Donc je ne sais pas. Vous voyez, quelles vont être les propositions réelles du Sénat entre le discours qui est tenu au plan national, le budget, les réformes territoriales et la réalité? Ça va être intéressant. Pour finir sur la réforme territoriale, quel va être le calendrier? Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations ici au Sénat. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième lecture sur le redécoupage des régions et quand? Exactement. C'est ce que nous avons toujours dit, qu'à partir du moment où il y avait des engagements sur lesquels il n'y aurait pas d'obstruction, nous étions favorables à une deuxième lecture. Voilà. Rapidement, là, dans les semaines à venir. À partir du moment où il n'y a pas d'obstruction programmée, où on a des engagements d'un travail serein, raisonnable, une semaine de travail, et tout ça est parfait. Vous parliez du Sénat bashing tout à l'heure. Claude Barthelone, dans un livre, propose lui de supprimer la fonction législative du Sénat. Le bicamérisme n'a plus lieu d'être en France? Non, ce n'est pas ma position. J'ai eu l'occasion de m'exprimer. Je pense que le bicamérisme a un sens. Je pense que le Sénat, tel qu'il est, a du sens. Qu'il a pu, à certaines époques, y compris sous des gouvernements de gauche, c'est-à-dire avec un Sénat de droite, apporter des choses qui étaient tout à fait intéressantes. Encore faut-il... C'est l'opinion de Barthelone, mais c'est aussi l'opinion de certains députés socialistes qui ont publié dernièrement une tribune. Donc c'est une idée qui circulait à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous gêne, vous qui êtes chargé de trouver un équilibre entre l'Assemblée et le Sénat? Que le premier qui, à ma connaissance, a parlé de ça, de supprimer le Sénat, c'était le général de Gaulle. Donc, vous voyez, la gauche n'a pas le monopole des idées d'une simplification ou d'une suppression, le mot est trop fort, mais d'évolution forte du Sénat. Donc, la question, elle est posée pas par la gauche, elle est posée seulement. Et j'allais dire pas principalement par la gauche, elle est posée, mais ce n'est pas la position actuelle. Pardon? C'est quand même essentiellement des propositions qui viennent de la gauche aujourd'hui. Je ne suis pas certain qu'avant la fin du mandat, vous entendiez pas autre chose de la part de la droite. Alors sur les questions institutionnelles, justement, pour l'instant, en tout cas dans les tuyaux, nous on regarde les propositions qui viennent de la gauche, qui viennent notamment du président de la République. Est-ce qu'il faut diminuer le nombre de parlementaires? C'est une idée, alors là, qui est largement partagée à gauche et à droite. Le président de la République a dit des choses dans ce sens. Il me semble que M. Nicolas Sarkozy a dit récemment des choses qui vont dans ce sens. Il me semble que M. Fillon a dit des choses qui vont dans ce sens. Et que peut faire le chef de l'État en l'absence de majorité des 3/5? Ça ne passe pas par une modification constitutionnelle. Alors justement, quelle réforme peut-il faire en matière institutionnelle? Écoutez, il y a un débat institutionnel rampant dans ce pays. C'est-à-dire que, en fait, nos concitoyens ne se lèvent pas le matin en disant, au fait, réfléchissons aux nouvelles institutions. Mais, objectivement, quand vous voyez des responsables politiques, de gauche et de droite, beaucoup nous disent, et beaucoup se disent, et peut-être que nous sommes nombreux à nous le dire, que le fonctionnement du quinquennat, des élections législatives qui sont juste après les élections présidentielles, certains s'interrogent sur le bicamérisme, etc., sur la problématique de la proportionnelle, toutes ces questions, sans parler du Conseil supérieur de la magistrature, du droit de vote des immigrés, etc. Pour la dernière année du quinquennat actuel. Écoutez, François Hollande a dit que lui, il avait ses idées en tête, qu'il y réfléchissait. Mais il va attendre quoi, à la fin du quinquennat? Mais je pense qu'il y a un débat politique. Les institutions, ça peut demander à ce qu'il y ait une certaine forme de mûrissement quand même, qu'il y ait une appropriation dans le débat. Voilà. On ne peut pas faire des réformes qui seraient aussi importantes et qui tout d'un coup ne correspondraient pas à une maturation de l'esprit. Je ne dis pas un consensus, parce que je ne crois pas au consensus, ni sur ce sujet, ni sur d'autres. Mais est-ce qu'il peut y avoir un compromis? Est-ce qu'il va y avoir une maturation? Est-ce que les choses vont clairement, on va dire, une option A, une option B? La diminution du nombre de parlementaires comme la proportionnelle, ça ne suppose pas de modification constitutionnelle. Donc ça peut être une simple loi qui va de l'Assemblée au Sénat. Il est utile de faire des lois qui correspondent à un projet politique global et qui sont acceptées dans la société. Bien. Alors, le député Julien Aubert, sanctionné à l'Assemblée nationale pour avoir refusé d'appeler Sandrine Mazetier Madame la Présidente. Est-ce que c'est une interprétation du règlement complètement disproportionnée, comme le dit Christian Jacob, le patron des députés UMP? Écoutez, moi je n'ai pas, alors là vraiment ma fonction ministérielle m'interdit de m'ingérer
dans les problèmes de règlement interne de l'Assemblée. C'est le gouvernement n'a rien. C'est un incident de séance hier à Peut-être, l'Assemblée. mais c'est justement parce que c'est un incident de séance entre des parlementaires sur le règlement de l'Assemblée nationale que ça n'interfère en rien. Il y a eu là pendant une demi-heure, juste avant vous, des rappels au règlement, un débat. À aucun moment le gouvernement n'est rentré dans cette discussion. Voilà. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a un règlement. Voilà, elle juge comme elle l'entend la manière dont elle fait appliquer son règlement. Mais c'est très net. Ce n'est pas le gouvernement n'a aucune autorité sur le règlement de l'Assemblée. Ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Parce que si je devais avoir aussi un point de vue sur le règlement du Sénat et sur son application, ça poserait d'autres questions. Ouais, enfin, en tout cas, on a pu entendre dans les couloirs de l'Assemblée, il vaut mieux s'appeler Thomas Thévenoud que Julien Aubert si on veut toucher ses indemnités. Ça, c'est en référence au député qui n'a pas démissionné, qui ne vient plus beaucoup à l'Assemblée et qui continue à toucher ses indemnités. Et pas faire n'importe quelle comparaison. Voilà, je le pense, hein, vraiment. La démagogie a certaines limites. Et qu'est-ce que vous pensez de la présence toujours alors de M. Thévenoud Je me suis déjà exprimé là-dessus. Oui, mais la situation perdure. Mais qu'est-ce que vous voulez que nous y fassions? La Constitution fait que ce n'est pas le gouvernement qui peut destituer un parlementaire. Vous ne me suggérez pas que je puisse destituer des parlementaires. Non, pas du tout. Bon, alors voilà, donc la question est bonne. Les radicaux de gauche, Conseil national demain matin, faut-il ou non rester au gouvernement? C'est la question qui va être posée aux membres du Conseil national du Parti radical de gauche. Il y a eu, sous la pression de Jean-Michel Bailey qui est en colère. Ça tangue. Oui, c'est vrai, parce que Jean-Michel Bailey, le sentiment, il n'a pas été réélu dans son département, il y voit une grande blessure et je le comprends. Une responsabilité du Parti socialiste, il a raison. Je pense que si je regarde de près, je pense que ce n'est pas totalement exact. Il y a pu avoir dans d'autres départements des dysfonctionnements à l'intérieur de la gauche et des gens qui d'ailleurs ont été critiqués par le Parti socialiste, voire exclus du Parti socialiste, qui ont pu contribuer à ce qui est des parlementaires, des élus radicaux qui ne soient pas élus. Et donc je comprends, il faut qu'il y ait des mises au point, mais je pense que l'intérêt général fait que l'intérêt général et l'intérêt bien compris de la famille radicale, c'est de rester évidemment à... Vous n'avez pas d'inquiétude? Non, j'ai du souci, j'ai pas d'inquiétude. J'ai du souci des personnes, j'ai du souci du respect des personnes. Je comprends qu'ils soient blessés. Oui. Voilà. Et ça me soucie. Et ça fragilise quand même un des derniers alliés du gouvernement, les radicaux de gauche. Oui, mais j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur cet aspect-là des choses. D'accord. Voilà. Et sur les Verts est-ce que le débat actuel sur la transition énergétique va permettre de ressouder l'alliance entre je constate que il y avait la semaine dernière la journée parlementaire des Verts, sénateurs et députés. Ségolène Royal y est allé, Claude Barthelone y est allé, j'y suis allé, nous avons été très bien accueillis, nous avons eu un dialogue assez fructueux et vous avez raison de dire que sur l'acte majeur de ce quinquennat, s'agissant des problèmes, j'allais dire, de nature écologique, c'est-à-dire la transition énergétique, j'ai bon espoir que les Verts votent ce texte, et d'ailleurs d'autres à l'intérieur de l'Assemblée. C'est un texte très important et qui rassemble la gauche, mais qui rassemble y compris au-delà, et qui apaise. C'est-à-dire dans ce pays... Un texte d'espoir à gauche. Oui, et d'apaisement pour la société française, et d'avenir, parce qu'il y a de l'emploi, il y a de l'énergie, il y a plein de choses positives. Cécile Duflot a dit qu'elle était plus socialiste que Manuel Valls. Comment est-ce que vous avez interprété cette pique, une de plus? Bon, écoutez, il n'y a pas de commentaire à faire. Si elle veut prendre sa carte, elle vient. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà accueillie à Paris comme candidate aux élections législatives. Est-ce que vous regrettez, il a fallu lui faire de la place. Est-ce que vous regrettez que le Parti socialiste... Vous regrettez d'avoir dû lui faire de la place? Non, vous avez été où oui, mais à l'époque, moi, je l'avais aidé. Ah, vous l'aviez aidé. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez qu'elle ait pu Je regrette qu'elle ait pris de la distance par rapport à la fois à l'engagement qui était le sien au moment où nous étions candidats, et puis par rapport à cette majorité. Je lui ai dit, elle le sait. Voilà. Maintenant, moi, j'ai bon espoir, encore une fois, une fois qu'on relève... Vous savez, le retour de la droite, on n'en a malheureusement pas trop parlé, mais les programmes à 100 milliards d'euros, etc., la fin de la fonction publique, les 39 heures payées 35... vous voyez qu'il y a des sources d'économie proposées par la droite. Vous les cherchiez tout à l'heure. Non, je les cherche dans le Sénat. Je les cherche dans les textes. Les blablas de congrès, je sais. J'attends de voir s'ils le votent. D'accord. Voilà. Merci Jean-Marie Le Guen, merci Perrine. La semaine prochaine, Perrine, notre invité, sera le nouveau patron du groupe UMP au Sénat. On l'a vu tout à l'heure dans le reportage, Monsieur Retailleau.
Merci à tous, bonsoir, à très vite. C'est ce que je dis à Manuel, très simplement. Il ne faut pas se crisper. Pourquoi d'ailleurs se crisper? Il faut simplement discuter. Faut pas se crisper, Manuel. Est-ce un conseil d'amis ou un désaveu cinglant? Après les députés et les ministres frondeurs, Martine Aubry a fait son retour dans l'arène. Mais que cachent ces déclarations? Quel est son objectif et pourquoi les débats entre les socialistes atteignent aujourd'hui ce degré de violence? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, un pouvoir en pleine discorde. Déshabillons-les, samedi à 23h45 sur Public Sénat. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Le nouveau visage du Sénat, les présidences de commission sur le point d'être attribuées. La socialiste Michèle André prend la tête de la commission des finances. Le sénateur UMP Philippe Bas, les lois Hervé Maurey, le centriste, sera en charge du développement durable. Le détail dans ce journal. La nouvelle affaire de Nicolas Sarkozy, d'après les révélations du journal Le Monde, la justice enquête sur d'éventuelles rétrocommissions lors de contrats de vente d'hélicoptères signés sous son quinquennat en 2010 avec le Kazakhstan. La nouvelle menace de Bruxelles, la Commission européenne serait prête à censurer le budget français si le gouvernement ne trouve pas 8 milliards d'euros d'économies ou de recettes supplémentaires. Débat à suivre dans cette édition. Mais avant de dérouler tous ces titres, Manuel Valls, le Premier ministre, a redit l'opposition de la France à la gestation pour autrui, tout en assurant que la réflexion engagée sur le cas des enfants nés de GPA à l'étranger et vivant en France allait se poursuivre le temps nécessaire. Il répondait ainsi à une question de la députée Europe Écologie Les Verts, Véronique Massonneau. On l'écoute, c'était cet après-midi lors des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Pour le gouvernement, pour le président de la République, ce débat est tranché. Et il est tranché depuis le début du quinquennat. La France est opposée à la GPA parce qu'elle est opposée au nom de ses valeurs, au nom du progrès et de l'humanisme, à toute forme de commercialisation des êtres humains et d'expérimentation en ce domaine. Et en disant cela, Madame la députée, je n'ignore pas la souffrance de ceux qui voudraient tant transmettre et je ne nie pas le désir d'enfants inassouvis. Je vous le disais en titre, on connaît désormais le nouveau visage du Sénat. L'ancienne ministre PS, Michèle André, qui sera notre invitée dans un instant, sera la future présidente de la commission des finances du Sénat. De son côté, le groupe UMP a choisi au poste stratégique de rapporteur général du budget Albéric de Montgolfier, sénateur d'Eure-et-Loir. Retour sur cette journée qui a forcément fait des déçus avec Quentin Calmet et Tam Tranui. Première réunion de groupe depuis le renouvellement du Sénat. Vivement que l'installation soit terminée, vivement qu'on se mette vraiment au travail, mais c'est un passage obligé. Il faut le faire, on le fait dans la bonne humeur, dans la joie, avec un groupe rassemblé. Un groupe rassemblé au grand complet pour choisir ses représentants au bureau du Sénat, autour de Gérard Larcher. Dernière négociation, les sénateurs du groupe s'isolent pour voter. Je n'ai pas voté pour toi. À huis clos. Résultat, Albéric de Montgolfier devient rapporteur de la commission des finances. C'est une tâche qui n'est absolument pas un honneur. Je crois que c'est un travail très ingrat, surtout avec le budget qui nous attend, un budget qui va être extrêmement difficile. Nous sommes désormais un Sénat qui est un Sénat dans l'opposition. Être dans l'opposition, c'est pas détruire, détricoter tout ce qui se fait de la part de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est aussi proposer une autre vision. Candidat malheureux au plateau, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin hérite quant à lui de la Commission des Affaires étrangères. Il n'y avait pas d'autre candidat. Je suis heureux que mon groupe m'ait en effet soutenu. Philippe Bas prend la tête de la Commission des lois. Nous allons conjuguer un travail technique de qualité qui est la marque du Sénat, avec une très forte ambition politique de parler en faveur de l'alternance par des démonstrations concrètes que seront
nos votes et les textes que nous adopterons. Jean-Claude Lenoir hérite quant à lui de la Commission des affaires économiques et Jean-Claude Gaudin d'un poste de vice-président du Sénat. Même processus chez les socialistes, mais moins d'enjeux. C'est la commission des finances, la seule présidée par un sénateur de gauche qui aiguise les appétits. Finalement, Michel André obtient le poste. Les socialistes ont choisi mon nom, et bien je suis fier et je les remercie beaucoup. Elle a été préférée à l'ancienne ministre Nicole Bricq, moins consensuelle. 3 autres socialistes obtiennent une vice-présidence aujourd'hui, Françoise Cartron, Jean-Pierre Caffet et Claude Berry-Débat. Enfin, 2 des 3 questeurs du Sénat ont été choisis, Bernard Sauger pour l'UMP et Dominique Bailly pour les socialistes. Tam Tranui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Tam. Bonsoir Delphine. Alors vous avez suivi toute cette journée d'élections dans les groupes. Le PS, l'UMP et les communistes ont désigné leurs candidats au poste clé du Sénat. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle distribution des cartes? Écoutez, on sent comme un vent de renouveau et pourtant c'était pas forcément bien parti. Il faut dire qu'avec la réélection de Gérard Larcher au plateau, lui qui a été président du Sénat de 2008 à 2011, on n'en était pas sûr. Et finalement, Larcher 2 ne ressemblera pas à Larcher 1. Alors, le symbole de tout ça, c'est tout de même le grand bouleversement à la commission des finances du Sénat, où la socialiste Michel André, ex-vice-présidente, devient présidente de la commission. Et puis c'est l'UMP Albéric de Montgolfier qui devient lui rapporteur. Et cela alors qu'il y avait des poids lourds qui s'étaient présentés, Nicole Bricq ou encore Philippe Marini, qui tous deux avaient été rapporteurs et présidents de la commission des finances. Alors ces élections internes en elles-mêmes sont des nouveautés. Tam. Et oui, ça tous les sénateurs nous l'ont nous l'ont confirmé à droite comme à gauche. Il y a 3 ans, ils avaient une liste présentée par le président de groupe et ils devaient juste adouber les candidats et tout ça était un petit peu opaque. Cette fois-ci, tout a changé. C'est un vrai vote, un exercice démocratique. Chaque candidat s'est présenté pendant quelques minutes pour convaincre ses collègues, un mini grand oral, et puis tous ont voté à huis clos. Et puis la parité également a été un petit peu mise en avant. Par exemple, au niveau du groupe UMP, les sénateurs avaient le choix. Ils avaient seulement le choix entre un vice-président homme et une vice-présidente femme. En l'occurrence, ça a été Jean-Claude Gaudin, c'était assez attendu. Et puis Isabelle Debré. Petit bémol toutefois, là où la parité n'était pas obligatoire, ce sont souvent des hommes qui ont été élus. Comme quoi, on ne change pas tout non plus d'un coup de baguette magique. Alors finalement, Tam, les grands déçus ce soir, ce sont les habitués au poste à responsabilité qui étaient jusque-là reconduits d'année en année. Et oui, et Philippe Marini, par exemple, s'est éclipsé dès la réunion avant la fin, avant que les autres sénateurs sortent, avant même de connaître les résultats. Il devait l'anticiper. Cette défaite pour lui qui a été 16 ans durant rapporteur de la commission des finances, puis président de la commission des finances, c'est vraiment l'emblème de ce changement de génération. Et puis c'est aussi un coup de massue pour celui qui était il y a quelques jours encore candidat au plateau. Merci beaucoup Tam. Et puis on connaîtra demain les candidats du groupe UDI-UC du Sénat. Une proposition de loi a été déposée par la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Objectif de ce texte qui sera présenté le 9 octobre à la Commission de la Culture. Conforter, je cite, le statut juridique des rédactions pour protéger les journalistes d'éventuelles pressions en leur donnant la possibilité de réagir sur le terrain du droit. On l'écoute au micro de Jonathan Tessier. On est quand même là pour compléter l'arsenal juridique quand il est nécessaire. Et je crois que c'est une vraie nécessité de protéger la rédaction en tant que telle. On voit bien ce qui peut se passer aujourd'hui avec LCI, avec Libé, avec Rue 89 et beaucoup d'autres titres pour lesquels les rédactions sont ni informées ni protégées. Donc j'espère que ce texte va connaître sa vie normale parlementaire au sein de la Commission des affaires culturelles. Les radicaux de gauche en colère contre le Parti socialiste, ils menacent de quitter la majorité si de nouvelles règles du jeu ne sont pas édictées. Reportage au groupe RDS du Sénat, Cécile Sixou. Première réunion du groupe RDSE ce matin, après leur défaite au sénatorial. Et avec 4 sièges en moins, mais aussi l'échec de leur figure emblématique Jean-Michel Baillet, les sénateurs du Parti radical de gauche sont amers. Je réponds quand j'ai envie de répondre, c'est clair. Et visiblement, ils sont remontés contre leurs alliés socialistes. On ne peut pas dire quand même qu'aux élections, on a toujours été soutenus de manière très forte et ferme. Bon. Voilà, c'est vrai qu'on a quand même eu des pertes.
et qu'on aurait pensé qu'avec les accords que nous avions, on pouvait dans certains départements, je pense à l'Eure-et-Loire par exemple, eh bien, avoir un élu sénateur. Du coup, quitter le navire majoritaire, les membres du parti radical de gauche au Sénat y pensent. Nous verrons comment les choses se passent lorsque nous aurons fait un travail en commission, ce qui n'a pas été fait. Nous sommes dans la mise en place. Donc toute position que nous pourrions prendre pourrait être démentie demain. Ne plus soutenir le Parti socialiste au Sénat ni à l'Assemblée nationale, voire même quitter le gouvernement, les avis au sein du groupe radical au Sénat sont divisés. Je ne connais pas vraiment les causes qui expliqueraient qu'à quelques jours d'intervalle, on entre dans un gouvernement, on donne sa confiance au gouvernement et qu'on en sort. C'est au PRG qu'il appartient d'en décider. En décider, demain ils devraient se mettre d'accord sur une position lors de leur bureau national. En attendant, en coulisses, Jean-Michel Baillet est à la manœuvre. Reçu de manière informelle par François Hollande et Manuel Valls cet après-midi, ils devraient renégocier les bases de leur soutien. 24h Sénat, tout de suite l'invité. Et notre invité ce soir, Claudie Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des départements de France, l'ADF, qui tenait aujourd'hui son bureau à quelques semaines du congrès qui se tiendra à Pau au mois de novembre. Alors on imagine que le bureau a été marqué par la réforme territoriale qui est dans tous les esprits. Est-ce qu'il y a une position qui a évolué sur notamment les propositions faites par Manuel Valls qui, après avoir envisager la suppression des départements en 2020 a proposé 3 options pour conserver 3 échelons différents du Conseil général. Cet après-midi, nous avons tenu une réunion de bureau et il y a eu un vote solennel sur un texte que j'ai présenté, une plateforme concernant la réforme des collectivités territoriales, et ce texte a été voté à l'unanimité de tous les membres du bureau, quelle que soit leur sensibilité politique. Et que contient-il ce texte, Claudie Le Breton ? Ce texte, d'abord, il part d'une position de principe qui répond à votre observation. Le conseil départemental qui sera élu en mars prochain vivra jusqu'en 2020, puisque le président de la République a dit pour supprimer les départements, il faut une révision constitutionnelle. Le Premier ministre a annoncé pour l'après 2020 la fédération des intercommunalités, le modèle lyonnais dans les métropoles et le maintien du département en milieu rural. Il veut que nous en discutions, mais c'est la préparation d'un nouveau texte à venir. Donc aujourd'hui, nous avons 2 objectifs à travers ce texte. C'est de discuter de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République et les éventuels transferts de compétences vers les régions. Et le deuxième enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est incontestablement la loi de finances de 2015. Alors justement, cette loi de finances de 2015, avec cette baisse des dotations pour les collectivités, quelle est la position de l'Assemblée des départements de France ? L'Assemblée des départements de France, il faut le dire aux téléspectateurs, les conseils généraux ont une compétence essentielle, c'est le financement de la cohésion sociale, les solidarités, des allocations pour les personnes âgées, retraitées. Le RSA, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Et puis c'est aussi toute l'action sociale, la protection de l'enfance, des compétences qui ne sont pas toujours connues et qui représentent 38 milliards d'euros. Et aujourd'hui, vous savez qu'avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre d'alors, nous avions signé un accord le 16 juillet 2013 qui permettait aux départements de percevoir à peu près, avec des DMTO, 2 milliards d'euros pour pouvoir financer les allocations. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle négociation avec le gouvernement pour la loi de 2015 et on voit bien qu'on demande aux départements 1,2 milliard d'euros alors que l'an dernier, on a trouvé une solution. Donc on est en discussion pour trouver là aussi des solutions sur le financement de la cohésion sociale et discussion sur... Et quelles sont les pistes qui peuvent être envisagées sur l'investissement public. Oui. Est-ce que les départements ne doivent pas non plus un peu contribuer à cet effort de redressement des comptes publics Les départements sont prêts à contribuer. Depuis 2002, date des lois sur le social, l'APA de Lionel Jospin à l'époque, eh bien, nous avons économisé sur nos ressources propres, tenez-vous bien, 48 milliards d'euros pour financer les allocations et la cohésion sociale. Donc nous avons été exemplaires sur le sujet. Mais aujourd'hui, on veut que le financement de la solidarité soit assumé en partie par l'État et en partie par les collectivités départementales. Et nous pensons que la croissance aujourd'hui des allocations qui est d'1 milliard d'euros supplémentaires, qu'au moins le gouvernement en prenne une large part et qu'on puisse aussi discuter de la péréquation financière entre les départements modestes et les départements riches. Alors, autre thème qui a été abordé aujourd'hui lors du bureau, ce sont les assises de la ruralité. Qu'en est-il exactement, Claudie Le Breton ? Alors, les assises de la ruralité, il ne faut pas que ce soit, je veux dire, pour le gouvernement, simplement une opportunité ou un gadget.
Et il y a autour de cette question moi ce que j'appelle les nouvelles ruralités, hein, parce que ça peut avoir plusieurs caractères. Eh bien, le gouvernement qui parle souvent des métropoles, des grandes régions, il faut avoir le souci aussi de ces millions d'habitants qui habitent dans les territoires ruraux, qui doivent avoir non pas une réponse institutionnelle dans un premier temps, mais c'est quel modèle économique nous voulons porter sur ces territoires ruraux, dont beaucoup sont dynamiques, très innovants, travaillent sur les circuits courts, sur une nouvelle économie, de nouvelles solidarités, et c'est bien qu'on puisse avoir des temps pour en parler avec le gouvernement. Eh bien, merci Claudie Le Breton d'avoir été notre invitée ce soir. Rendez-vous est pris pour le congrès de l'ADF à Pau, c'est au mois de novembre prochain. Merci à vous. Merci, bonsoir. La transition énergétique en débat à l'Assemblée nationale. Socialistes et écologistes ont travaillé main dans la main en commission, mais il reste encore des désaccords. Le texte devrait arriver très prochainement au Sénat. Les enjeux de ce projet de loi avec Stéphane Beaujard et Thibaut Péry. C'est le projet phare de l'automne, la loi sur la transition énergétique. Objectif principal, réduire de 50% la consommation d'énergie française d'ici à 2050. Pour y parvenir, la loi encourage la rénovation des bâtiments aux normes basse consommation et le développement des transports plus propres avec la mise en avant de l'électrique et de l'hybride. Autre levier pour agir, les énergies renouvelables. Elles représentent aujourd'hui 15% de la production d'électricité. Cette part doit doubler en 2030. Des décisions qui vont dans le bon sens pour les parlementaires verts. C'est une loi qui, pour la première fois, remet la planification énergétique au cœur de l'appareil d'État, avec une visibilité, une programmation pluriannuelle à 10 ans, du débat collectif. Pourtant, un point reste flou, le nucléaire. Avec 58 réacteurs, la France est le deuxième producteur mondial. La loi prévoit un passage de 75 à 50% de la production d'énergie nucléaire d'ici à 2025. Mais rien sur les fermetures des centrales, notamment celle de Fessenheim, un manque de visibilité qui agace au sein du parti écologiste. C'est une déception que Fessenheim ne soit pas encore fermé, c'est sûr. C'était une promesse. On sait que le lobby d'EDF est extrêmement fort, mais encore une fois, il faut expliquer qu'en fermant Fessenheim, on économise de l'argent, parce qu'en fait, si on le renouvelle, si on l'améliore, si on la rénove aux normes de sécurité actuelles, c'est un gouffre financier, et pendant ce temps-là, elle est dangereuse. Le coût de l'ensemble des mesures est estimé à 10 milliards d'euros. Les débats autour des 64 articles vont se poursuivre toute la semaine. Vote solennel le 14 octobre à l'Assemblée, avant d'atterrir au Sénat pour une seule lecture. 24 heures Sénat, le débat. Le projet de loi de finances pour 2015 va-t-il être retoqué par la Commission européenne? Bruxelles presse Paris de revoir sa copie, même si Manuel Valls assure que l'Union ne peut pas rejeter le budget de la France. Les explications de Ilione Schulz. 8 milliards d'euros, c'est le montant divulgué ce matin dans la presse, une somme correspondant aux économies que le gouvernement pourrait devoir trouver, tout ça pour apaiser les foudres de Bruxelles. Car contrairement à ce qu'elle avait promis, la France ne devrait pas respecter ses engagements. Elle annonce un déficit de 4,3%, loin des 3 promis il y a 2 ans. Pourtant, le budget 2015 prévoit déjà 21 milliards d'euros d'économies, pas question donc d'aller plus loin. Au moment où nous amorçons la baisse des impôts, vous croyez qu'on va aller dire maintenant « Ah bah bien, finalement, on va les augmenter ». Non, ce serait incohérent. Pour justifier ces mauvais résultats, la France invoque des circonstances exceptionnelles. Un argument qui passe de moins en moins auprès des autres pays, notamment ceux qui ont consenti d'importants sacrifices. Pourtant, devant les députés cet après-midi, Manuel Valls reste ferme. Nous pensons qu'avec les choix que nous faisons pour les entreprises et pour la croissance, c'est le budget qu'il faut à la France. De toute façon, la Commission européenne ne peut pas, le ministre des Finances l'a encore rappelé ce matin, ne peut pas rejeter. Non, mais elle peut à terme infliger une amende, soit 4 milliards d'euros. Inflexibilité côté français, lassitude à Bruxelles, se dirige-t-on vers un clash? L'hypothèse est peu probable. José Manuel Barroso, tout comme Jean-Claude Juncker, préféreraient soigner leur sortie et entrée respectives à la tête de la Commission. Le mauvais élève, comme ses camarades, a jusqu'au 15 octobre pour rendre sa copie. Et on ouvre le débat avec nos invités ce soir. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Bas-Rhin, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Michèle André, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme et future présidente de la Commission des finances du Sénat. Félicitations et merci d'être avec nous. Ma première question s'adresse à vous, Michèle André. Est-ce que c'est une menace à prendre au sérieux, cette censure, ce rejet probable par Bruxelles du projet de budget de la France? Voilà plusieurs années que nous devons faire passer nos projections, nos projets par Bruxelles.
c'est nouveau, c'est des choses qui se mettent en œuvre peu à peu, qui parfois sont plus aisées que d'autres. Lorsqu'on a plus de croissance, on a moins de difficultés, certes. Et lorsque le chômage s'installe comme il l'a fait, nous voyons bien que nous avons un conflit complet. Alors, je pense que l'Europe, elle évolue beaucoup, depuis toujours avec des morceaux de crise Est-ce que la France est dans le déni, puisqu'on a l'impression, quand on entend encore Manuel Valls qui dit, eh bien non, ce n'est pas possible, qui prend peut-être ces menaces de Bruxelles. La question, c'est s'il faut supprimer des postes de fonctionnaires, c'est qui? C'est des infirmières, des institutrices, des policiers, des gendarmes. Voilà, moi je pense qu'il faut être attentif, il faut être sérieux et effectivement tendre vers cet objectif, mais je pense que le délai, sans doute, doit être difficile. Puis moi je me souviens, je ne veux pas agresser ma collègue Fabienne Keller, mais je me souviens qu'en 2007, entre 2002 et 2007, le président de la République était allé à Bruxelles pour dire « moi je ne respecterai pas ». Donc le dérapage, il a commencé il y a longtemps. Je pense qu'on a besoin de retrouver un espace, peut-être collectivement, tout français, tout politique réuni. Réagissez, c'est pas une agression, mais bon, une petite remarque quand même sur ce déficit budgétaire, effectivement, que la France traîne comme un boulet depuis des années. Absolument. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Et la France est de plus en plus isolée en Europe. C'est le seul pays dont les critères principaux de chômage, de déficit budgétaire s'aggravent et se détériorent simultanément. Cela nécessite des efforts réels. Par exemple, sur la réorganisation indispensable de l'État. Il faut faire un travail de fond, il faut trouver des économies. On a beaucoup décentralisé, il faut donc économiser sur l'appareil d'État. Il ne faut pas non plus afficher des chiffres comme les 21 milliards d'économies qui ne sont pas documentés. On ne sait pas comment ces économies seront réalisées. Et donc, c'est la crédibilité de la France qui a été affaiblie. Vous l'avez démontré dans votre reportage, la croissance, le déficit budgétaire, qui finalement est bien plus important que prévu. Donc, nous devons tenir compte du fait que les économies européennes sont intégrées aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir une stratégie distincte des autres États membres, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, parce que les travailleurs se déplacent. Donc, faire le bras de fer avec Bruxelles, je crois qu'il faut aussi respecter le regard et l'analyse de la Commission qui sent que la France s'enfonce et nous devons entendre ce message. Michel André, effectivement, il y a cette question aussi du crédit, de l'image de la France. On voit bien que Manuel Valls, qui fait la tournée européenne de ses homologues, eh bien, a du mal à convaincre de relancer la croissance. Est-ce que par rapport juste à une visite, un moment, un affichage, une manière de dire qu'on aime les entreprises, on peut juger de comment se fait le crédit et le tricotage fin des relations du gouvernement français avec les autres gouvernements? Je pense que ça demanderait un peu plus de temps sans doute et un peu plus d'analyse sur des questions complexes. Certes, nous devons aller dans le même sens, mais on a du certainement... mal à convaincre. On voit encore un autre exemple avec Pierre Moscovici qui a eu du mal à convaincre lors de son audition, et bien aussi on peut que la France était un bon élève. Ou alors on peut dire, mais je ne sais pas si cette histoire d'élève, bon élève, mauvais élève n'est pas une manière de considérer la question qui est curieuse et infantile. Alors, isolement de la France, les pays ne sont pas des élèves, et je considère que dans les graves crises, celle de la Grèce, celle du Portugal, de l'Espagne, qui globalement est toujours un peu en difficulté, admettons-le, on a pu penser qu'il y avait des outils à mettre en œuvre, dont peut-être la France aujourd'hui peut s'emparer pour essayer de limiter les dégâts. Je crois que c'est vraiment pas un match contre Bruxelles. C'est une situation très difficile dans laquelle est la France, il faut la regarder en face. Attention aux mauvaises solutions. Je pense par exemple à la baisse des dotations des collectivités locales. 11 milliards sur 3 ans. On peut penser qu'il y aura un effet boomerang, c'est-à-dire que ces sommes non versées aux collectivités, c'est moins d'investissement, donc moins d'impôts sur les sociétés, moins de cotisations sociales. On peut estimer à 4 ou 5 milliards la perte la même année, et sur le RSA et les aides sociales, puisqu'il y aura des chômeurs en plus, autant sur les années suivantes. Donc c'est pas une bonne économie, c'est une économie de fonctionnement pour l'État, sur la structure de l'État, sur un certain nombre de dispositifs qui sont à guichet ouvert,
qu'il faut analyser sereinement. Et je crois que le Sénat a cette responsabilité particulière de faire un travail de fond. Alors justement, c'est la nouvelle présidente de la Commission des Finances. Comment vous allez travailler? Oui, mais par exemple sur les aides sociales, dont les montants pour l'État, mais aussi pour les départements, ne cessent d'augmenter très fortement, alors qu'en parallèle, la pauvreté augmente aussi. Regardons et faisons des choix. La difficulté financière dans laquelle est la France aujourd'hui l'impose. Et puis évitons les arbitrages politicards. Il y a un excellent article aujourd'hui de M. Piketty, socialiste, dans Libération, qui décrit le CICE. Cette aide aux entreprises qui n'est tout sauf efficace. Au lieu de réduire les charges pour les entreprises, qu'elles puissent calculer ce que coûte un salarié si elles le recrutent, c'est un remboursement 18 mois plus tard des charges sociales supplémentaires réglées. Donc ça n'a pas d'effet, un rapport récent l'a montré, sur les embauches. Donc il faut aussi faire face avec courage, là où le gouvernement socialiste a trop souvent construit des compromis politiciens. À revoir pour faire des économies. Il est vraiment très tôt, et Fabienne Keller le sait bien, c'est dans la durée un peu qu'il faut évaluer. Évaluer le CICE aujourd'hui, ça n'est pas possible. Mais une première Donc il y a des choses qui fonctionnent. Dans certaines structures, on a eu des retours de grandes surfaces, par exemple, qui estiment qu'elles peuvent salarier un peu plus longtemps les salariés à temps partiel, que sont les femmes. Dans d'autres endroits, il y aura un choix d'investissement. Je pense qu'il est tôt pour évaluer aujourd'hui le CICE et la difficulté que nous avons. C'est bien, dans le temps long, comment nous adaptons les outils plus fins. C'est ça la difficulté. Mais elle n'est pas nouvelle cette année. Michel André, Fabienne Keller a dit aussi que ça serait au rôle du Sénat. Alors en tant que nouvelle présidente de la Commission des Finances, comment... Jeudi, attendez, jeudi. Futur, c'est quasiment fait, on va dire. Comment entendez-vous bien travailler dans un Sénat de droite ? Mais j'ai déjà, moi, exercé des responsabilités de vice-présidente dans un Sénat où la majorité est à l'UMP. Je pense qu'il y a un respect entre nous suffisant. Et dans la commission, nous aurons la même chose. Et nous sortons d'un couple rapporteur général socialiste, président UMP. Et nous avons travaillé, nous avons avancé, nous avons amendé parfois. Et si nous n'avons pas adopté... Vous travaillerez avec l'UMP Albéric de Montgolfier, qui sera certainement rapporteur général du budget. Mais naturellement, parce que nous sommes appelés à travailler ensemble. Et si nous voulons corriger profondément un certain nombre de difficultés dans le pays, nous avons intérêt à travailler ensemble. Fabienne Keller ? Oui, écoutez, c'est tout à fait l'état d'esprit du groupe UMP auquel je participe, de la nouvelle présidence du Sénat, être une opposition constructive qui, par exemple, sur les dotations aux collectivités, essaiera de faire un travail positif, parce que je crois que c'est vraiment la fausse bonne solution qui pénalisera l'État lui-même. Et sur d'autres sujets, peut-être retrouverons-nous des clivages plus traditionnels. Vous y croyez vraiment à cette opposition constructive ou c'est juste une formule toute faite ? Non, je crois que nous pouvons, c'est plutôt notre tradition au Sénat, essayer de trouver des axes stratégiques sur lesquels l'accord peut être plus large qu'un seul parti d'un côté ou de l'autre. Par exemple, sur la réforme indispensable de la fonction publique. Je pense qu'elle doit être ouverte, la fonction publique d'État, à la fonction publique territoriale et hospitalière. Ce n'est que dans la durée, sur 5 à 10 ans, qu'on pourra faire évoluer les choses. Pour cela, il faut construire un consensus pour que l'action publique soit conduite dans la durée. Michel André, sur cette formule, l'opposition constructive, c'est ce qu'a dit Gérard Larcher. Mais écoutez, à la suite de son véritablement, élection. si on est au Sénat depuis longtemps, c'est mon cas. Et Fabienne Keller et Salma, nous ne sommes pas des jeunes sénatrices. Nous avons de l'expérience. Nous savons bien, parfois, que l'amélioration sensible apportée par la Commission des finances sur les projets de loi de finances, quel que soit le président, quel que soit le rapporteur général, a été pour beaucoup dans la bonne qualité de la loi. Moi, mon regret, c'est que nous n'ayons pas adopté les 2 dernières années la première partie de la loi de finances qui ne nous a pas permis d'étudier la seconde. C'est très dommage. Le projet de loi de finances a plus de chances d'être adopté sous un Sénat bien à droite qu'un Sénat à gauche. C'est ce que vous dites, Michel André ? Quel que soit droite ou gauche, l'important c'est que le Sénat joue son rôle parce qu'en ne le faisant pas, il a donné l'impression qu'il ne servait à rien. Et c'est gravissime. Alors c'est intéressant puisque nous avons rejeté la première partie, c'est-à-dire en gros la fiscalité, les recettes du budget, ce qui ne nous a pas permis de débattre de la deuxième partie, c'est-à-dire les dépenses des ministères, donc les grandes politiques publiques. Ça ne se passera pas avec un Sénat à droite. Nous verrons. Cela dépend de l'ouverture du gouvernement pour prendre en compte les améliorations que proposera le Sénat
au premier rang desquels le traitement des collectivités territoriales. Vous savez, les communes, nous sortons de campagne sénatoriale, hein, ce sont des énergies sur les territoires. L'État est en train de les désespérer en tirant le tapis, en renonçant aux dotations, en transférant des compétences sans aucun financement. Donc il faut laisser les acteurs qui créent, qui s'investissent, donner toute leur énergie et trouver des économies durables et de fond. Pour un bon budget, mais il faut un gouvernement. Il faudrait parler de tout. Là, Fabienne Keller parle des dotations. Oui. Mais les collectivités ont d'autres types de ressources. Oui, et on sait bien qu'il y a, des pourcentages en plus sur ces dotations. Voilà, donc regardons l'ensemble. Merci mesdames, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Thank you.